Elle fut la muse de Salvador Dali, l'amante de David Bowie, la reine du disco qui a envoûté l'Europe avec sa voix rauque et son mystère magnétique. Amanda Lear a vécu une vie plus grande que la légende, faite de gloire, de scandales, d'amour et de perpétuelles réinventions. Mais aujourd'hui, à plus de 80 ans, derrière l'eyeliner acéré et l'esprit vif, se cache une solitude que peu auraient imaginée. Des nuits folles dans les clubs londoniens, aux pertes déchirantes dans un paisible village provençal, son parcours est aussi éblouissant que dévastateur. Comment l'une des femmes les plus fascinantes du show business s'est-elle retrouvée si seule? Restez avec nous pour découvrir l'histoire méconnue d'Amanda Lear, le glamour, la tragédie et le silence qui a suivi, l'icône caméléon qui a fait de l'énigme une œuvre d'art. Amanda Lear n'a jamais été facile à définir et c'est exactement ce qu'elle voulait. Dès le départ, elle s'est construite non comme une étiquette figée, mais comme une cible mouvante, née peut-être à Saïgon ou peut-être à Hong Kong en 1939 ou en 1950, d'un père britannique ou russe et d'une mère asiatique ou française, sa biographie tient plus du mythe que de l'archive. Lorsqu'on lui pose la question, Amanda entretient l'ambiguïté. Le mystère fait partie de l'art. Et pour elle, le mystère n'était pas une faille, c'était sa force. Élevée entre l'Angleterre et la France, elle parle dès l'adolescence 5 langues, anglais, français, allemand, espagnol et italien. Sa beauté précoce et son charisme naturel lui ouvrent les portes du Londres des années 60 en pleine effervescence culturelle. Elle n'était pas qu'un simple mannequin pour Mary Quant ou Paco Rabanne. Elle était une figure incontournable des clubs, des lofts et des salons où l'art et les genres se redessinaient en temps réel. Elle naviguait parmi Brian Jones, Marianne Faithfull et le Velvet Underground, toujours plus qu'un joli visage. Amanda n'a pas seulement été témoin de cette époque, elle l'a façonnée. Mais c'est Salvador Dali qui a le plus marqué Amanda Lear. Présenté par Paco Rabanne à Paris, leur lien devient vite fusionnel. Dali adore son allure, son esprit, son androgynie. Amanda ne se contente pas d'inspirer des tableaux, elle en coproduit, pose dans des jeux de tarot, conçoit des décors. Dali l'exhorte à rester mystérieuse, à ne jamais confirmer ni démentir les rumeurs autour de son identité. « Préserve l'énigme », lui dit-il, et elle le fit, religieusement. Le mannequinat ne pouvait pourtant la satisfaire éternellement. Ses relations avec des musiciens dépassaient le cadre amoureux. Elles étaient des passerelles vers de nouveaux mondes. Avec Brian Jones des Rolling Stones, elle danse à travers les nuits les plus folles de Londres. Il l'immortalise même dans une chanson, Miss Amanda Jones. Plus tard, avec Brian Ferry de Roxy Music, elle apparaît sur la pochette de For Your Pleasure en bustier de cuir noir, tenant une panthère en laisse. Cette image attire l'œil de David Bowie, qui demande à la rencontrer. Leur alchimie donne naissance à une romance brève mais décisive. Bowie voit au-delà de l'apparence, il voit une artiste, il paie ses cours de chant et de danse, lui décroche des apparitions télévisées, l'encourage à monter sur scène. C'est lui qui la pousse à sortir son premier single en 1975. C'est elle qui transforme cette impulsion en carrière. À la fin des années 70, Amanda Lear n'est plus muse, elle est vedette. Sa voix grave, fumée, presque parlée, tranche dans un monde disco dominé par les aigus et les paillettes. Avec des titres comme Blood and Honey ou Queen of Chinatown, son album I Am a Photograph devient un phénomène en Europe. Son second opus, Sweet Revenge, offre Follow Me, épopée disco sombre aux accents faustiens. Amanda ne chante pas seulement, elle incarne un personnage. Elle personnifie le désir, le danger et le kitsch à parts égales. Elle parcourt le monde en tournée, conquiert des publics inattendus en Thaïlande, en Équateur, au Liban, et devient une rare star occidentale à portée vraiment globale. Mais Amanda ne s'est jamais contentée d'un seul rôle. Elle se réinvente encore, cette fois à la télévision.
En Italie, Silvio Berlusconi lui offre une émission en prime time. Amanda Lear, reine du disco, devient Amanda Lear, animatrice télé. Son humour mordant, sa spontanéité et son élégance séduisent l'Europe. Elle anime des émissions en France, en Allemagne, en Italie, pendant plus de 20 ans, devenant une figure culturelle aussi durable qu'imprévisible. Même si les modes musicales changent, Amanda continue de sortir des albums. Du synth-pop à l'eurodance, elle embrasse chaque mutation sans jamais s'excuser. Elle enregistre Diamonds for Breakfast, Tam Tam, Alter Ego. À chaque fois, une nouvelle mue. Elle ne suit pas les tendances, elle les infléchit. Dans les années 2000, elle trouve une nouvelle scène, le théâtre. Elle joue dans des comédies comme Panique au ministère et épate la critique par son timing comique et sa présence scénique. Ce qui n'était qu'un pari devient un triomphe. Les salles se remplissent, les critiques applaudissent. Encore une fois, Amanda prouve que la réinvention est, chez elle, une vocation. La mode aussi revient frapper à sa porte. Des créateurs comme Jean-Paul Gaultier ou Riccardo Tisci la célèbrent comme muse. Louis Vuitton choisit sa chanson Alphabet pour une campagne mondiale. Elle revient au studio avec Tube Rose, son 18e album, mêlant chansons françaises, cabaret et électro. Elle revisite ses anciens succès comme Fashion Pack, non par nostalgie, mais par affirmation. Amanda Lear n'a jamais disparu. Elle a simplement changé. La rumeur sur le genre qui devint sa meilleure arme. Depuis plus de 50 ans, Amanda Lear reste l'une des figures les plus énigmatiques du monde du spectacle. Non seulement pour ses talents multiples, mais aussi pour le voile de mystère entourant son identité de genre. L'histoire de la rumeur sur le genre d'Amanda Lear commence, comme il se doit, dans l'univers de l'art. Lorsqu'elle devient la muse de Salvador Dali dans les années 1960, le peintre, provocateur invétéré, a l'habitude d'employer le masculin pour s'adresser à tout le monde, même aux femmes. Cette excentricité, anodine pour certains, fait naître des spéculations dans le cercle du maître surréaliste. Comme Amanda l'a expliqué dans l'émission C'est à vous sur France 5 en 2022, la légende est née simplement parce que j'ai passé du temps avec un génie fou, Salvador Dali, qui parlait à tout le monde au masculin. Alors les gens ont dit « Peut-être qu'Amanda Lear est un travesti ou un transsexuel ». Mais au lieu de rejeter cette rumeur, elle en a embrassé le côté théâtral. Ça m'a confirmé que les gens ont besoin d'extraordinaire, et que pour vendre Amanda Lear, on pouvait cultiver la légende. Et cultiver, elle l'a fait. Avec sa voix grave et sensuelle et sa beauté anguleuse défiant les normes féminines traditionnelles, Amanda Lear se démarque dès les années 70. Son unicité suscite la curiosité. Son refus de s'expliquer lui donne de l'ampleur. En interview et à la télévision, elle joue avec les non-dits, ne confirmant ni ne niant jamais rien. Plus on parlait d'Amanda Lear, plus les journaux sortèrent des scoops sur ma sexualité. J'ai appris ça de Dali. Le business, c'est de la publicité, dira-t-elle plus tard. Cette ambiguïté n'était pas simplement acceptée. Elle était devenue sa marque de fabrique. Elle lui donnait un avantage dans un marché musical saturé de divas disco et de jolies débutantes. À l'époque, toutes les jolies filles voulaient chanter. Dès qu'une fille était belle, elle sortait un disque. Ce n'était pas facile de se distinguer, confia-t-elle à Le Point. Mais Amanda s'est bel et bien distinguée, avec éclat. Elle a vendu plus de 28 millions d'albums. Alors à tous ceux qui ont parlé de moi et qui continuent, je dis merci, lança-t-elle avec son mélange typique d'ironie et de défi. Évidemment, tout le monde n'a pas abordé le sujet avec autant de légèreté. Certains médias et personnalités ont traité la rumeur comme un scandale ou une révélation. En 2015, la légende des nuits parisiennes, Régine affirmait avoir connu Amanda quand elle était encore un homme. Dans d'autres interviews, on évoque Amanda sur scène dans des cabarets parisiens sous le nom de Pecky d'Oslo, et même une prétendue opération à Casablanca financée par Dali lui-même.
Un article de la Stampa en 2016 publie même un extrait supposé d'un acte de naissance au nom de Alain Maurice Louis-René Tappe, né à Saïgon en 1939, accompagné d'une photo avant transition. La réponse d'Amanda? Un haussement d'épaules et un sourire. C'est très difficile de s'en débarrasser, dit-elle à propos de la rumeur. Je compare ça à un chewing-gum collé sous la chaussure. Ça vous suit partout. Pour elle, le mythe n'a jamais été une prison. C'était un outil, un masque qu'elle portait, et parfois une armure. Nous sommes des êtres humains. Le genre est juste une façon de classer les gens. Hétérosexuels, homosexuels, bisexuels, transsexuels, je m'en fiche. Un jour, toutes ces catégories disparaîtront et nous serons juste des sexuels, mais cela prendra du temps. Dans sa chanson La rumeur, Amanda transforme cette spéculation en musique. La rumeur est comme un serpent, chante-t-elle. Elle rampe et s'accroche. Avec des paroles écrites par le dramaturge Alexis Michalik, le morceau devient une mise en abîme du potin devenu art. Mais malgré l'intérêt public persistant, Amanda a toujours tenu à distinguer son personnage de sa personne. Il y a des gens que ce genre de rumeur peut vraiment blesser, a-t-elle rappelé en 2023 lors d'une nouvelle apparition dans C'est à vous. J'ai eu de la chance. Pour moi, ça a aidé. Mais tout le monde n'y survit pas. Sa lucidité ici est puissante. Ce qui a servi sa carrière pourrait briser d'autres vies. Son regard est non seulement clairvoyant, mais profondément empathique. Amanda Léard a traversé les flammes et en est ressortie non pas brûlée, mais éclatante. Même Salvador Dali, celui qui a sans doute allumé l'étincelle, s'est exprimé publiquement sur la légende. Des biographes comme Ian Gibson consacrent des chapitres entiers à l'obsession de Dali pour l'ambiguïté de Léard. Certains affirment même que Dali aurait inventé le nom Amanda Léard, comme un jeu de mots sur la phrase catalane « l'amant de Dali », la maîtresse ou l'amant de Dali. Vrai ou pas, peu importe. Dans le monde d'Amanda Léard, ce qui compte, c'est que ce soit crédible. Dans un paysage médiatique désormais saturé d'authenticité performative, le choix d'Amanda de s'abandonner au fabuleux, au surréaliste, à l'ambigu, semble presque précurseur, voire visionnaire. Tandis que les célébrités d'aujourd'hui cherchent à être comprises, Amanda Léard continue d'être radieusement insaisissable. Le feu qui a volé son monde. Aux premières heures du 16 décembre 2000, le monde d'Amanda Léard s'est effondré. Alors qu'elle se trouvait en Italie pour tourner une émission de télévision, un incendie éclata dans sa maison de Saint-Étienne-du-Grès, un mât pittoresque niché au cœur de la Provence. Les flammes ont tout détruit. Mais plus encore que les pertes matérielles, le feu a emporté l'homme qu'elle appelait l'amour de sa vie, son mari, Alain-Philippe Malagnac, ainsi qu'un de ses amis les plus chers, Didier Dieufils. C'est le maire du village qui, le premier, lui annonça la nouvelle, alors que les flammes fumaient encore. Quelques instants plus tard, son ami de longue date Michel Drucker confirma l'impensable. Sa maison avait été ravagée. 2 corps avaient été retrouvés dans les décombres. La voix d'Amanda Léard portera plus tard toute la douleur de ce moment. C'est simple. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je vis avec 2 valises, d'hôtel en hôtel. L'incendie, probablement causé par un court-circuit, a laissé derrière lui des cendres, des interrogations et une femme brisée. Les médias, friands de tragédie, ont attisé les rumeurs. Le passé d'Alain Philippe, notamment sa relation controversée avec l'écrivain Roger Peyrefitte, a été remis en lumière. Peyrefitte étant décédé 6 semaines avant l'incendie, certains ont insinué l'idée d'un pacte de suicide. Dévastée, Amanda Léard a dû faire face à ces spéculations. Elle finira par s'exprimer publiquement pour rétablir la vérité. Les rapports d'experts sont clairs. Aucun accélérant n'a été retrouvé et la piste criminelle a été écartée. C'était un accident tragique. Ils sont morts en inhalant des gaz toxiques. Ils n'ont pas souffert. Mais même après la fin des rumeurs, la douleur émotionnelle est restée. J'ai perdu toutes les lettres d'amour, toutes les photos.
Personnellement, je n'ai plus aucun bijou, plus un disque, rien. Même les quelques tableaux que Dali m'avait offerts ont disparu, confia-t-elle à Le Parisien 1 an plus tard. Même si tout avait été assuré, j'aurais touché peut-être 2 millions d'euros. Mais l'argent ne ramène pas un mari. Amanda ne s'est jamais remariée. C'était l'amour de ma vie, dit-elle simplement. Après un tel drame, dans la première vague de désespoir, on a juste envie de prendre un revolver et de le suivre. Mais je ne l'ai pas fait. Ce qui a suivi fut une année d'obscurité. Je ne vais pas bien, admettait-elle alors. Je prends des antidépresseurs et mon psychanalyste dit que je ne suis pas encore sorti du trou. Sa maison, réduite à 4 murs sans toit, était en reconstruction. Mais pour Amanda, ce n'était pas qu'un bâtiment. Je ne peux pas avancer tant que la maison n'est pas reconstruite. C'est comme si j'avais une écharde dans le pied qui m'empêche d'avancer. Elle a alors affronté la douleur comme elle l'a toujours fait, en travaillant. J'essaie de me plonger entièrement dans mon travail, disait-elle. À l'époque, elle faisait la promotion de son album Heart, enregistré dans la foulée de la tragédie. Elle a tourné un spécial du Nouvel An avec Michel Drucker, puis est revenue sur les plateaux de télévision italiens. Le travail ne faisait pas oublier, mais il permettait d'y penser un peu moins. Le feu n'a pas seulement emporté son mari. Il a anéanti une vie entière de souvenirs, d'histoires, d'art et d'amour. La maison de Saint-Étienne-du-Grès n'était pas un simple refuge. C'était un sanctuaire d'intimité, un lieu de paix pour celles qui avaient conquis les pistes de danse européennes et illuminé les plateaux de télévision nocturnes entre Olivier et Soleil provençal. Il adorait cette maison, confia-t-elle un jour à Paris Match. C'est pour ça que je ne l'ai jamais vendue. Je l'entretiens à grands frais. Je crois que les gens restent dans les lieux qu'ils ont aimés. Et pourtant, Amanda ne laissa jamais cette tragédie devenir sa fin. Elle a reconstruit la maison, lentement, douloureusement. Et en le faisant, elle a commencé à se reconstruire elle-même. Mais la cicatrice, elle, est restée. Des années plus tard, elle parlait encore d'Alain Philippe au présent, comme s'il était juste dans une autre pièce. Je suis toujours seule. Je n'ai pas réussi à tourner la page, avouait-elle. Et je suis en colère contre Dali de ne pas l'avoir bien traité. Quand je lui ai annoncé que j'avais épousé Alain Philippe, Dali m'a envoyé une couronne mortuaire. Un geste cruel de la part de celui qu'Amanda appelait autrefois son mari spirituel, un rappel que la mosaïque de sa vie, aussi brillante soit-elle, comporte aussi des éclats de cruauté. Mais Amanda Léard n'est pas qu'une survivante. Elle est une artiste de la métamorphose. Quand le feu a menacé de l'éteindre, elle a répliqué par la musique, le théâtre, la peinture. Et même si elle plaisanta plus tard sur le fait de fermer boutique avec les hommes, il n'y a pas de chapitre final pour Amanda. Seulement des transformations. Aujourd'hui, en regardant en arrière, l'incendie de 2000 apparaît comme bien plus qu'un drame. C'est un moment fondateur dans une vie déjà marquée par le mythe, la réinvention et la résilience. Il l'a dépouillée de presque tout, et pourtant, elle s'est tenue debout. Peut-être est-ce là le geste le plus Amanda Léard de tous. Faire face à l'anéantissement et renaître, en talons, avec du feu dans les yeux et une histoire à raconter. Les multiples visages de l'amour. La vie amoureuse d'Amanda Léard a toujours ressemblé à un roman écrit par le destin et annoté par la malice. En 1965, bien avant que le monde ne la connaisse comme diva glam rock ou muse de Dali, elle était Amanda Tapp, une étudiante en art ambitieuse naviguant dans le tumulte vibrant du Londres des swinging 60s. C'est là, au cœur éclectique de Notting Hill, qu'elle croisa la route de Morgan Paul Lear, un jeune étudiant écossais en architecture de 20 ans. Selon la légende, elle l'aurait épousé moins par amour que pour obtenir un passeport britannique.
Le mariage fut célébré le 11 décembre 1965 et Amanda Tapp devint Amanda Lear, un nom qui allait bientôt résonner sur les podiums de mode, les pistes de danse disco et les écrans de télévision européens. Peu après, Amanda quitte Morgan et plonge dans la scène musicale enivrante de Londres. En 1967, elle entame une romance fulgurante avec Brian Jones, cofondateur des Rolling Stones. Leur liaison, aussi brève qu'intense, laisse une trace indélébile. Jones lui dédie Miss Amanda Jones, la taquinant dans les paroles sur ses traits saisissants et l'inscrivant à jamais dans la mythologie du rock. Ce fut l'une de ces relations où les frontières entre muse, art et intimité se confondent. Dans les années 70, Amanda tombe sous le charme d'une autre icône musicale, Brian Ferry de Roxy Music. Leur aventure s'éteint rapidement, mais l'image d'Amanda en bustier de cuir noir, tenant une laisse sur la pochette de For Your Pleasure, devient un symbole intemporel du glam rock. Cette image attire l'attention de celui qui bouleversera sa vie, David Bowie. Présenté par Marianne Faithfull, Amanda et Bowie se rencontrent dans des circonstances peu flatteuses. Il a la grippe, pas de sourcils et des yeux dépareillés. Pourtant, il est fasciné. Rapidement, ils deviennent voisins à Chelsea et amants une fois la nuit tombée. Mais Bowie fut plus qu'un amant, un mécène artistique. Il finança ses cours de chant et de danse, l'encouragea à chanter, la poussa à croire en elle. Leur liaison fut brève mais intense. Au lit, c'était un bon amant, dira-t-elle. Mais surtout, il croyait en moi. Son premier single, une reprise du trouble d'Elvis Presley, marqua le début d'une carrière musicale lancée sous l'impulsion de Bowie. Mais le chapitre le plus surréaliste de sa vie amoureuse reste sa relation longue et complexe avec Salvador Dali. Présentée par Paco Rabanne, Amanda rencontre le peintre excentrique à Paris alors qu'elle n'a que 18 ans. Dali est immédiatement captivé et Amanda entre dans un ménage à trois non conventionnel avec Dali et sa femme Gala. Leur arrangement défie toute norme. Amanda devient muse, confidente, collaboratrice. Ils passent leurs étés à Cadaqués, créent ensemble, vivent entre art et illusion. Amanda se souvient un jour de Gala lui disant qu'elle en avait assez de dormir avec ce vieux qui ne savait plus ce qu'il faisait. Amanda finit par dépasser cette relation à mesure que sa carrière et ses ambitions prenaient de l'ampleur. Mais la trace laissée par Dali fut éternelle. En 1979, Amanda épouse Alain-Philippe Malagnac à Las Vegas. Homme à la fois littéraire et controversé, Alain-Philippe avait été le compagnon de l'écrivain Roger Péroffitte. Bien que leur mariage ne soit pas reconnu légalement en France, il devient le lien amoureux le plus profond de la vie d'Amanda. Ensemble, ils s'installent dans le sud, dans une maison paisible, vivant une vie créative et discrète, jusqu'à ce que le feu ravage leur maison et emporte Alain. Le deuil faillit la détruire. Pendant un temps, elle erre d'hôtel en hôtel, sans savoir si elle se relèverait un jour. Mais Amanda Lear ne reste jamais brisée bien longtemps. Les années suivantes, elle trouve du réconfort dans les bras d'hommes plus jeunes. Sa relation la plus médiatisée fut avec le mannequin italien Manuel Casella, de près de 40 ans, son cadet. Ils restent ensemble près de 10 ans avant de se séparer en 2008. La presse raille l'écart d'âge. Amanda s'en moque. « J'ai toujours fait ce que je voulais et ce n'est pas maintenant que je vais changer. » D'autres relations suivront. Marco Piracini, Anthony Ornez, Nicolo, Ricardo Perna, toutes brèves, mais assumées. Amanda n'a jamais demandé la permission. « Mon dernier grand amour m'a quitté pour une Miss Météo, » dit-elle en riant. « Je suis mieux seule. J'ai renoncé au couple, mais pas à l'amour. » Aujourd'hui, elle vit dans la maison reconstruite de Provence, entourée d'animaux en qui elle a plus confiance qu'en les hommes. Eux, au moins, ne m'ont jamais menti, jamais déçu. Les romances d'Amanda Lear ont toujours défié les conventions, comme tout le reste dans sa vie.
Mais à travers chaque amour, chaque blessure, chaque renaissance, une vérité subsiste. Elle n'a jamais été simplement la muse de quelqu'un. Elle a toujours été l'œuvre d'art en mouvement. À plus de 80 ans, elle ne court plus après la gloire, et pourtant, elle reste inoubliable. Sa vie, tissée de beauté et de douleur, de mystère et de courage, peut sembler triste à certains. Mais peut-être n'est-ce que le destin d'une femme qui a vécu plus que la plupart n'ose rêver.